Alors, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons attaquer ce troisième sujet qui fâche du congrès ABF 2017 autour de la thématique « Faut-il une loi sur les bibliothèques ?» Alors, en préliminaire, je dois dire donc que cette table ronde, en fait, est une co-organisation entre l'ENSIB, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, et l'INET, l'Institut national des études territoriales. Donc, cette table ronde a été mise au point par donc un groupe d'élèves conservatrices et conservateurs des bibliothèques en cours de formation que je vais m'empresser de vous présenter. Alors d'abord Pauline Coisy, Colline Gossignac, Mathilde Herrero, ça fait un peu théâtre, Manon Le Guenec, donc là c'était le côté ENSIB, et du côté INET, Catherine Benot, Julie Caron et votre serviteur. Alors, c'est un sujet qui fâche peut-être. En tout cas, c'est surtout un serpent de mer, cette histoire de loi sur les bibliothèques. Pour ma part, moi, ça fait presque 20 ans que je suis dans la profession. On en parlait beaucoup déjà à la fin des années 90 et le sujet n'était déjà pas jeune, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. L'idée d'une loi, vous le savez certainement, est de nouveau d'actualité. Nicolas Georges a d'ailleurs parlé de cela tout à l'heure dans les questions au ministère en fin de matinée. Donc la question se pose de nouveau. Les bibliothèques sont de fait parmi les seuls établissements culturels en France à ne pas avoir de loi. Les archives ont la leur. Les musées également, mais pas les bibliothèques. Alors, ce qui met la France, d'ailleurs, dans une position un peu originale par rapport à la plupart de ses voisins européens, qui ont une loi de ce type. Alors, des lois qui sont certes très différentes, mais des lois quand même. Donc, on peut citer quelques pays qui en ont, l'Espagne, alors c'est pas un pays, c'est une région, la Wallonie, la Grande-Bretagne, la Bulgarie, la République tchèque, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, le Luxembourg, les Pays-Bas, les Pays-Baltes et les pays scandinaves ont une loi de ce type, mais pas la France. Pourtant, l'idée d'une loi en France, pays où on ne manque pas de loi, loin s'en faut, n'est pas forcément saugrenue. Mais une fois qu'on a dit cela, plusieurs problématiques en fait se posent. Que pourrait dire cette loi sur les bibliothèques? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire et qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Quelle bibliothèque concernerait-elle parmi le paysage très divers des bibliothèques? Quels seraient ses avantages? Mais aussi, quelles seraient ses limites? Alors, pour évoquer ces questions, nous avons invité 3 intervenants que je vais vous présenter. Tout d'abord, Jeanne-Marie Herman, membre du bureau de la FNCC, et par ailleurs maire adjointe à la culture de la ville de Viroflay. Xavier Couteau, conservateur territorial. Ah bon. Je dois corriger tout de suite, je suis un simple attaché territorial, ce qui pourra susciter peut-être quelques débats tout à l'heure sur le statut et autres. Autant pour moi. En effet, sur la question des personnels. Donc Xavier Couteau, directeur de la bibliothèque départementale de Réloir, et Noé Wagner, qui est maître de conférences en droit public et membre de Biblidroit, qui est un projet de recherche consacré à l'étude du droit des bibliothèques dans le cadre de l'Institut des sciences sociales du politique. Voilà. Alors nous avons voulu cette table ronde sous un format dynamique, à savoir que plusieurs questions se posent à l'intérieur de la vaste question qui est celle des lois sur les bibliothèques. Donc nous avons un peu essayé de lister les différentes questions qui se posent et choisi de les poser aux 3 intervenants de manière pour organiser un débat qui soit le plus ouvert possible.
Donc ce débat, on va l'organiser sur environ à peu près 1 heure, et bien sûr, nous laisserons de la place pour les questions que vous pourrez poser aux intervenants, donc sur environ la dernière demi-heure. Questions qui, je l'imagine et l'espère, seront nombreuses. Alors, pour commencer, bon, peut-être en effet, puisqu'on parle de loi, soyons un peu sur le juridique et puis son histoire pour commencer. En préambule, j'ai envie de me tourner vers Noé Wagner et de lui demander de nous rappeler en quelques grandes lignes peut-être justement l'histoire de cette loi ou de cette non-loi, en tout cas tous les rendez-vous ratés, plus ou moins, qu'il y a eu avec cette loi qui est quand même une affaire assez ancienne. Merci beaucoup. Merci aux organisatrices et à l'organisateur de l'invitation. Alors, vous allez expliquer d'où je parle. Effectivement, c'est dans le cadre d'une recherche sur le droit des bibliothèques que je me présente à vous aujourd'hui. Alors, d'où vient cette idée d'une loi sur les bibliothèques? Effectivement, c'est un des points qui nous a beaucoup intéressés. Et ce qu'on a vite constaté, c'est quand même qui est fortement ancré dans l'imaginaire de la communauté professionnelle des bibliothèques, une quasi-légende noire autour de cette loi sur les bibliothèques. C'est-à-dire qui est souvent ramenée à une opposition entre une communauté professionnelle qui demande une loi et puis non pas tellement d'ailleurs une opposition du législateur, mais plutôt une sorte d'indifférence du législateur à la question des bibliothèques qui fait que il y a une série effectivement de ce point de vue-là de rendez-vous manqués, de lois qui auraient été préparées et qui finalement ne seraient jamais arrivées, même devant le bureau de l'Assemblée du Sénat, de la Chambre des députés, selon les périodes. Alors, en réalité, nous, ce qu'on a constaté assez vite en menant notre recherche, c'est que c'est évidemment plus compliqué que cela. Ce n'est pas simplement une question de rendez-vous manqué et d'indifférence du législateur. Alors, pour le comprendre et pour ramener un peu cela à quelques idées simples, on a identifié, nous, 3 grandes périodes durant lesquelles, effectivement, on a envisagé de ramener le droit des bibliothèques dans une grande loi sur les bibliothèques. D'emblée, donc, vous voyez, je fais une distinction entre droit des bibliothèques, parce qu'il existe un droit des bibliothèques, il est extrêmement dense, en réalité, et une loi sur les bibliothèques, une loi entendue comme un corpus unique qui est censé embrasser quasiment à la manière d'un code un thème qui est le thème des bibliothèques. Alors, on a identifié 3 grandes périodes, 3 grands moments de tentative de mise en place d'une loi sur les bibliothèques. La première de ces périodes, c'est une période assez longue puisqu'elle va en gros de 1925 à 1945. Qui est assez bien documentée aux archives nationales en particulier. Et ce n'est pas une loi qui exactement va échouer, parce qu'en réalité, elle va être réalisée par petits fragments. Et ça, déjà, c'est un point intéressant. En réalité, il n'y a pas de premier échec d'une loi sur une bibliothèque. Il y a plutôt donc, dispersion dans une série d'instruments juridiques différents, des lois et des textes de valeur infralégislative qui vont exprimer ce souhait de venir organiser le secteur bibliothécaire. Vous connaissez, je pense tous, en réalité, ces différentes lois, mais par exemple, le décret de 26 fixant le cadre des personnels des bibliothèques publiques, c'est une des manières, par un acte seulement réglementaire, par laquelle on a décidé de traduire juridiquement une préoccupation bibliothécaire. La loi de 31, évidemment, la loi de 31 du 20 juillet 31, celle qui à l'époque était présentée comme loi portant nationalisation du personnel des bibliothèques municipales, donc avec ces 3 catégories, bibliothèque municipale classée, bibliothèque municipale contrôlée, bibliothèque municipale inspectée. Là, vous voyez, d'une certaine façon, c'est un bout de la grande loi sur la bibliothèque qui n'était pas réunie dans une grande loi. Je pense aussi, évidemment, à toute une série de textes qu'on a eus dans la même lignée autour de la création d'une réunion des bibliothèques nationales en particulier, donc dans cette période-là. Et puis, c'est dans cette lignée-là aussi qu'il faut, par exemple, saisir l'ordonnance du 2 novembre 1945. L'ordonnance du 2 novembre 1945 sur
les bibliothèques centrales de prêt, eh bien, s'inscrit aussi, c'est une des étapes de cette loi que la communauté professionnelle, à partir des années 20, a pensé de manière unitaire et qui a en réalité été réalisée dans différentes étapes, à différentes étapes. Donc, c'est un premier point important, c'est pas tant un échec qu'une fragmentation de la réforme que l'on observe ici, mais on voit bien que ça crée un sentiment de frustration, parce que précisément, fragmenter la réforme, eh bien, c'est perdre la dimension symbolique d'une grande mesure législative unitaire. La deuxième étape qu'on a identifiée, la deuxième grande tentative de penser une loi sur les bibliothèques, elle émerge à la fin des années 70 et elle court d'une certaine façon jusqu'à la Charte des bibliothèques de 1991. Elle émerge à la fin des années 70 en sens que, sentant venir le boulet de la décentralisation, l'administration centrale des bibliothèques décide de venir finalement encadrer la manière dont cette décentralisation à venir saisira la question des bibliothèques. Et donc on décide de repenser et de clarifier les rapports de l'État aux collectivités territoriales, et là on raisonne exclusivement sur les bibliothèques de collectivités territoriales, et on pense cette loi-là, ce projet de loi-là, autour de deux piliers. C'est un bonhomme à deux piliers, ce projet de loi de 79, enfin, et ses multiples versions, on en compte des dizaines de versions. On le pense avec deux piliers. C'est à la fois, dit-on à l'époque, c'est le vocabulaire, d'ailleurs je pense qu'il a imprimé dans l'imaginaire des bibliothécaires, parce qu'on retrouve ces deux expressions-là qui sont très spécifiques encore aujourd'hui lorsqu'on parle avec des bibliothèques, avec des bibliothécaires, on parle de loi d'obligation et de loi programme. Et on dit qu'il faut que ce soit en même temps une loi d'obligation et une loi de programme. Une loi d'obligation, c'est-à-dire une loi par laquelle l'État impose une série d'obligations aux bibliothèques municipales. Et là, on raisonne de manière assez classique, c'est-à-dire qu'on impose, par exemple, mesure phare à toute commune de plus de 10 000 habitants, l'obligation d'avoir une bibliothèque municipale. Et on décline ensuite ces obligations par toute une série de ce qu'on appelle, nous, en droit, une police administrative spéciale, c'est-à-dire des tas d'obligations que l'on impose ensuite à ces bibliothèques. Par exemple, le projet de bâtiment doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration centrale des bibliothèques, le projet de constitution des collections doit également, enfin voilà, des tas de procédures administratives par lesquelles l'État, finalement, maintient un droit de regard, et bien davantage un droit de contrôle sur l'activité de ces bibliothèques municipales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on dit, mais néanmoins, tout cela doit s'accompagner d'une dimension loi-programme. C'est la grande époque des lois de programme, hein. La loi de programme sur les musées, par exemple, est de 78. Et donc, on dit on va imposer des choses, mais de l'autre côté, l'État va accompagner l'effort financier. Le problème, et pour faire très vite, c'est que le gouvernement, finalement, décide de ne pas suivre le plan loi-programme, et la loi se trouve réduite à une loi d'obligation. Et très vite, le cabinet, quand on regarde les échanges au sein du cabinet, le cabinet du ministre de la Culture de l'époque considère qu'il n'est pas envisageable, ce serait aller au casse-pipe en réalité, que d'aller devant un Parlement simplement avec une loi d'obligation. Et donc ce projet-là est abandonné, on multiplie les rapports par la suite pour essayer de réfléchir à la manière dont on pourrait aussi compenser finalement l'échec de cette loi-là. Mais néanmoins, il y a une vraie réflexion qui est engagée et qui va laisser des traces. Alors, je vais très vite aussi, mais laisser des traces, et là aussi on a cette idée de... Là, c'est peut-être plus un échec que la première fois, mais il y a quelque chose d'une fragmentation. Ça a laissé néanmoins un certain nombre de textes. Typiquement, le décret de 88 sur le contrôle scientifique et technique, c'est une des traces assez intéressantes de toutes ces réflexions-là et qui est destinée à accompagner la décentralisation de la loi du 22 juillet 1983. Et d'une certaine façon, la charte des bibliothèques s'inscrit aussi dans une continuité par rapport à cet échec-là. C'est vraiment cette volonté, néanmoins, de ne pas perdre complètement l'idée initiale de cette loi en prévoyant un texte, certes, qui n'a pas de valeur législative, mais qui néanmoins est bien présent. Mais même avant cela, la charte des bibliothèques, d'ailleurs, la création du CSB, le Conseil supérieur des bibliothèques, c'est aussi quelque chose comme... une des traces de ce qu'a laissé cette loi qui n'a jamais abouti en tant qu'élément uniforme. Donc c'est beaucoup plus compliqué qu'une analyse en termes en réalité d'échec ou de réussite. Une réforme, c'est toujours un peu plus subtil que cela. En tout cas, on se met beaucoup plus... Après cet échec-là, ce qui est tout de même un échec, on se met beaucoup plus à raisonner non plus en termes de rapport
juridiques à instituer, d'obligations à instituer entre l'État et les collectivités territoriales, et on le voit de manière flagrante dans la charte des bibliothèques de 91, on se met à raisonner autour de grands principes, c'est-à-dire de manière plus positive, ce ne sont plus tellement des obligations que l'État impose, ce sont des principes que chacun reconnaît, mais qui sont eux-mêmes obligatoires. Et ce mode de raisonnement-là, cette espèce de rationalité particulière, nouvelle, qui commence à infuser dans la réflexion sur le droit des bibliothèques, on la voit très clairement à l'œuvre dans les années 90, et finalement, le projet de loi de la fin des années 90, c'est l'éclatement de c'est l'aboutissement plus précisément de cette logique de pensée, c'est-à-dire prenons acte cette fois-ci de ce que finalement la masse des obligations que l'État peut imposer aux collectivités territoriales doit rester limitée, c'est-à-dire ce n'est pas tellement en réalité que c'est juridiquement impossible, on pourra revenir dessus, mais cette espèce de surestimation du principe de libre administration des collectivités territoriales qu'on voit à l'œuvre en matière de bibliothèque, c'est quelque chose aussi qui est assez intéressant à analyser par les juristes, mais c'est donc pas tellement que le principe de libre administration des collectivités territoriales vient y faire échec, c'est plutôt qu'on veut raisonner cette fois-ci de manière positive parce qu'on considère que politiquement ce n'est plus possible de revenir à une logique telle que celle qui avait été développée à la fin des années 70. Et je terminerai là-dessus. Cette manière de penser qu'on a à la fin des années 90, de raisonner autour de grands principes autour desquels doit s'organiser véritablement l'action de la politique nationale en matière de bibliothèque, elle reste quand même encore dans une certaine tradition de pensée du droit des bibliothèques. Et nous, c'est une des conclusions que l'on fait dans cette étude Bibli-droit, c'est que fondamentalement, quand même, quelles que soient les réformes, les 3 vagues de réformes, ce qu'on constate, c'est qu'en matière de droit des bibliothèques, on a beaucoup raisonné de manière architecturale. C'est-à-dire qu'on pense néanmoins, fondamentalement, eh bien, des rapports d'organisation, une grande mission de service public au niveau national qui ensuite est gérée par un certain nombre d'acteurs sur les territoires avec un État qui vient réguler, confier une certaine stratégie à ce domaine, mais c'est vraiment une logique de répartition des tâches avec un pouvoir de l'État qui est plus ou moins intrusif. Or, ce qu'on constate, et c'est peut-être ce vers quoi progressivement on est en train de tendre, en tout cas, par exemple, c'est le mouvement qu'on a vu à l'œuvre en matière de droit de l'éducation, droit des écoles. Ce vers quoi on est peut-être en train de tendre, et ça pourrait être un des éléments vers lesquels s'orienterait, non pas qu'on le souhaite, mais parce qu'on a l'impression que ça bouge de ce côté-là, un des éléments vers lesquels s'orienterait une nouvelle rationalité d'un droit des bibliothèques, c'est beaucoup plus une logique en termes d'actionnement des acteurs, si j'ose dire. C'est-à-dire c'est plus de l'architecture, c'est plus on pense, on répartit les tâches entre chacun, on ne raisonne plus en termes d'institutions, d'un côté l'État, de l'autre côté les collectivités territoriales, mais on confère, tout comme on l'a fait dans le secteur des écoles, c'est-à-dire on confère des droits et des obligations à plusieurs niveaux d'acteurs. Vous savez, au niveau des écoles, les droits des parents, les droits des enfants, etc. Et bien beaucoup plus, on se met à raisonner finalement en droit des bibliothèques autour de cela, le droit des usagers, le droit du bibliothécaire, le droit du personnel politique, le droit de l'État, le droit de la collectivité, bref, des jeux de droit beaucoup plus complexes à saisir. Et clairement, ça, la sociologie du droit le montre énormément ces derniers temps. Il y a plein de travaux là-dessus. C'est une manière de penser le droit qui est en pleine explosion. Et finalement, ce n'est pas si surprenant que du côté du droit des bibliothèques, aussi, on commence à raisonner de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est différent des manières dont on pensait le droit des bibliothèques jusqu'ici. Très bien. Du coup, est-ce que vous pouvez, donc suite à ce petit, récapitulatif historique, nous dire où on en est aujourd'hui et notamment, peut-être aussi assez rapidement, avant qu'on rentre dans le vif aussi du sujet et du contenu éventuel d'une loi, nous expliquer rapidement le travail de Bibli-droit. Alors, où on en est aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est effectivement le caractère multiforme actuellement du droit applicable aux bibliothèques. Alors, on a une grande diversité. Si je vais très très vite, je ne vais pas vous faire un listing des textes applicables, mais on a un vrai droit spécial des bibliothèques, c'est-à-dire une série de textes de valeur législative et réglementaire qui s'appliquent spécialement aux bibliothèques. Toutes les dispositions du livre 3 du Code du patrimoine, bien sûr, mais par exemple la loi de 2003 sur le droit de prêt, par exemple le petit article, l'article L2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, celui qui fonde le caractère domanial des collections de documents anciens, rares ou précieux dans la bibliothèque. Tout ça, ce sont des règles qui sont spécifiques
aux bibliothèques. Donc on a en réalité un droit qui est relativement dense. Là aussi, c'est un des autres points de constat que l'on a fait lorsqu'on a dressé l'état de l'art du droit des bibliothèques, c'est qu'en réalité, il y en a quand même beaucoup. On a recensé quelque chose comme 130 textes depuis 1900 qui se sont accumulés, de textes de valeur légale et réglementaire qui se sont accumulés, 130, donc c'est quand même un nombre qui n'est pas tellement différent, par exemple, de ce qu'on a vécu en matière d'archives, de musées, d'autres secteurs de politique culturelle. Quantitativement parlant, on n'a pas moins réglé sur le plan juridique le secteur des bibliothèques que les autres secteurs de politique culturelle. Donc un droit spécial des bibliothèques qui est quand même relativement dense. Ensuite, évidemment, ce qui est compliqué, c'est pour ça aussi que les bibliothécaires ont cette impression de faire beaucoup de droits, c'est qu'il y a également évidemment toute une série de textes qui sont applicables aux bibliothèques, le droit des marchés publics, le droit de la fonction publique, etc. Si bien que finalement le bibliothécaire est enchâssé et pris et noyé aussi d'une certaine façon dans un réseau extrêmement dense de textes. Et puis ce qui est très intéressant en droit des bibliothèques, c'est qu'en droit des bibliothèques plus qu'ailleurs, on a des pratiques. Alors, on a non seulement des pratiques des professionnels, on a une sorte de droit quasi coutumier des bibliothèques, c'est-à-dire que les professionnels parfois ont un rapport très éloigné au texte tout en prétendant se rattacher au texte. Par exemple, la manière, mais c'est toutes les communautés professionnelles qui ont une identité forte qui développent cela. On l'a constaté également, par exemple, en matière d'archives. C'est exactement le même rapport au droit, c'est-à-dire un rapport d'amour-haine avec le droit, de rapprochement au texte et en même temps d'éloignement au texte. Par exemple, la manière dont sont désherbées les collections courantes. Je ne parle pas des collections domaniales, des collections courantes. Ça montre très clairement un rapport très éloigné à la réalité des textes tels qu'ils existent dans le Code général de la propriété des personnes publiques. Donc on a des pratiques du droit comme ça qui ont un rapport particulier au texte. Et puis on a également, c'est là où le droit des bibliothèques est vraiment intéressant, c'est qu'on a énormément de pratiques juridiques de type horizontal. C'est-à-dire, en particulier du côté de l'État, une très forte contractualisation de la politique publique en matière bibliothécaire, qui évidemment n'est pas du tout saisie par les textes à valeur légale et réglementaire. Et se pose la question, il est loin d'être sûr qu'il soit vraiment opportun, voire stratégique, de les saisir dans un texte à valeur législative et réglementaire. Si bien que nous, la conclusion qu'on en fait de la recherche, et en tout cas quand on dresse cet état de l'art, il y a plein de failles, il y a plein de lacunes, il y a plein de tolérances, il y a plein de choses sur lesquelles il faudrait renforcer effectivement par la voie législative le droit des bibliothèques. Néanmoins, contrairement à l'idée qu'ont souvent les bibliothécaires de leur propre corpus juridique, en réalité, le droit des bibliothèques n'est pas du tout à la remorque des autres domaines juridiques en matière de politique culturelle. Au contraire, c'est très moderne, voire, si on voulait avoir un regard critique, il y a quelque chose d'une forme de droit néolibéral. Vous voyez les fameuses théories néolibérales de l'État, c'est-à-dire avec un droit très horizontal, avec un État qui n'est pas du tout dans une situation de transcendance où il vient imposer des obligations d'en haut, et ça s'applique forcément à celui qui subit en bas. On a quelque chose de beaucoup plus intéressant qui révèle aussi un mode de conduite de la politique publique en matière culturelle, spécifiquement en matière de bibliothèque, qui est quand même en réalité, d'une certaine façon, plutôt à l'avant-garde des politiques publiques en matière culturelle. Alors, après ce point juridique qui était vraiment utile, je me tourne de l'autre côté de la table et je reviens à la thématique du Congrès, qui est celle des inégalités territoriales, en posant à Madame Herman, pour commencer peut-être, la question: est-ce qu'une loi sur les bibliothèques, pourrait-elle permettre d'aider à lutter contre les inégalités territoriales? Effectivement, moi je parle donc au titre de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture, donc la FNCC. La position de la FNCC en ce qui concerne cette loi, et en particulier l'objectif qu'elle pourrait avoir dans le cadre d'une réduction des inégalités territoriales, c'est que la meilleure façon de réduire ces inégalités, c'est effectivement pour nous le travail en réseau. Le travail en réseau est une façon effectivement de multiplier donc les collections, d'avoir accès à un public varié. Et donc c'est ce travail en réseau qui s'est mis en place aurait peut-être pas eu la possibilité de le faire
si on avait légiféré il y a quelques années, à une époque, on n'imaginait pas l'évolution en fait des bibliothèques, telle qu'elle a été ces 15 dernières années, tout ce qui est l'ouverture au numérique, le réseau, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et effectivement, une législation qui aurait été faite à cette époque-là nous aurait un petit peu cadré, et on n'aurait peut-être pas eu la possibilité de s'ouvrir à ces nouvelles dimensions. Et donc nous sommes relativement réservés quant à l'idée de la loi. Par contre, nous pensons que pour les inégalités territoriales, effectivement, le travail en réseau est une des solutions que on pourrait apporter. Monsieur Couteau, j'imagine que vous avez des choses aussi à dire sur la question. Oui, je tiens d'abord, et merci de m'avoir invité à cette table ronde, je tiens d'abord à préciser d'où je parle. Je suis depuis 6 mois vice-président de la DBDP, BDPiste depuis 5 ans seulement, et puis grâce au lapsus aimable de Cyril tout à l'heure, vous savez que je suis donc de la filière administrative et non pas conservateur des bibliothèques. Je tiens aussi à dire que c'est Corinne Saunier, directrice de la BDB des Landes, qui était pressentie pour intervenir à cette table ronde, qu'elle a été retenue dans son département pour un projet d'animation auquel elle était très attachée, et que Dominique Lahary, qui est dans la salle, a souhaité, je crois, qu'une voix nouvelle puisse représenter les BDP. On compte sur lui, les uns et les autres, pour intervenir dès l'heure passée et dès que le micro passera de ce côté-là de la salle. Simplement, je voulais moi aussi reformuler un peu la question et essayer de dresser un constat. Le constat, c'est de savoir si aujourd'hui l'action, disons, des acteurs publics constitués et conjugués permet de lutter contre les inégalités territoriales et de permettre l'égalité des chances. Et à cette réponse-là, moi, à cette question-là, pardon, j'ai une réponse plus réservée. Alors, je conçois que du point de vue juridique, il y a une forme d'avant-garde, mais sur le résultat opérationnel, je suis franchement plus critique. Vous évoquiez tout à l'heure, Noé Wagner, un jeu de droit et de devoir entre collectivités, et précisément, je trouve que le contexte, c'est celui d'un pari, finalement. Le pari que l'action conjuguée des régions, de leurs établissements publics, des départements, de leurs BDP, des communes et des communautés de communes suffisent à adresser et à proposer des services de lecture publique suffisants. Et aujourd'hui, quand on regarde les cartes des zones blanches, des bibliothèques ou de communes de 10, 15, 20 000 habitants qui sont aujourd'hui dépourvues de bibliothèques, à mon sens, le constat, c'est que c'est quand même celui d'une inadéquation entre ce dispositif qui donc confie aux collectivités le soin de construire les services de lecture publique et les résultats attendus. Mais je pense que moi je fais de procès à personne dans cette affaire évidemment, mais c'est le fruit, à mon avis, d'une construction institutionnelle qui est longue, avec des régions qui parfois se positionnent par le biais de leurs établissements pour le livre côté lecture publique et d'autres fois beaucoup moins. On connaît des établissements publics pour le livre en région qui s'orientent beaucoup plus du côté de la vie littéraire et de l'économie du livre, en s'appuyant sur le fait que la compétence lecture publique est plutôt portée par les départements. Et dans les départements, il y a aussi une très grande hétérogénéité, et qui dit hétérogénéité dit rupture du principe d'égalité du service public. On l'observe très bien, et c'est un sujet d'échange régulier au sein de la DBDP, des départements qui se positionnent en aménageurs culturels du territoire, avec des choix variés, parfois soutien aux bibliothèques de proximité, et d'autres fois, au contraire, soutien aux équipements structurants. Mais on connaît aussi un nombre assez conséquent d'autres départements qui se positionnent uniquement dans une logique de guichet. C'est-à-dire que s'il y a une demande d'élus locaux pour porter une bibliothèque, tant mieux, on finance. Et s'il n'y en a pas, là, on ne rencontre pas de volonté contraignante de la part des élus départementaux pour plusieurs raisons. Alors, économique d'une part, politique d'autre part, au nom du respect de la souveraineté des communes. Et encore une fois, il y a des applications très, très concrètes, avec des départements qui financent uniquement les postes intercommunaux, parce que considérant que l'enjeu, c'est celui de la construction des réseaux,
et d'autres départements qui considèrent que c'est aux communes de choisir s'il y a lieu ou pas de construire une bibliothèque, avec pour résultat, de mon point de vue, une forme de mitage. Donc sur l'action conjuguée des acteurs publics, encore une fois, je pense qu'il y a des progrès à faire. Et de ce point de vue, moi je soutiens assez clairement la proposition de l'ABF qui encourage les schémas intercommunaux de lecture publique. Merci. Alors, la question de la loi pose finalement d'autres questions. Je reviens finalement peut-être 20 ans en arrière, à l'époque de la fin des années 90, où on parlait beaucoup de la loi. Il y a 20 ans, le pluralisme des collections était vraiment au cœur du débat, avec notamment des cas locaux où des problèmes ont pu se poser, notamment sur les collections. La loi, finalement, pourrait-elle encadrer certaines choses du point de vue des collections ? Effectivement, le contexte où cette loi a été remise un petit peu en avant dans les années 90 était un contexte où on avait effectivement peut-être des dérives au niveau de certaines municipalités qui souhaitaient avoir un droit de regard sur le contenu des collections, et donc on pouvait avoir une dérive sur le pluralisme des collections. Je pense qu'effectivement les temps ont un peu changé, parce que maintenant, avec l'arrivée du numérique, on est beaucoup plus ouvert et moins limité en termes de collection. Et donc, ce problème du pluralisme est quand même moins prégnant maintenant. Voilà, personnellement. Alors, il y a le pluralisme, en effet, éventuellement, avec la question de l'intervention du politique. Mais oui, est-ce que finalement, du point de vue des collections, il ne faut pas aussi se garantir du bibliothécaire, voire des usagers ? Peut-être Xavier Couteau. Alors, de ce point de vue-là, comme sur tout le reste du sujet, je tiens à préciser qu'il est un peu écrasant de tenir la voix de la profession à moi tout seul à cette table. J'en ai fait la remarque à Cyril Clavel en amont, qui me disait qu'il y avait un règlement très strict au sein du congrès ABF, à savoir qu'il y avait 3 participants par table ronde maximum. Je crois qu'il aurait été intéressant d'avoir des voix de l'ABF, de la DBGV, qui ont des problématiques qui sont quand même très éloignées de celles des BDP, et peut-être aussi celles de l'État. Ceci dit, on a écouté pour certains d'entre nous Nicolas Georges évoquer la question ce matin. Je crois, moi, mais c'est peut-être une vision de BDPiste, et je ne suis même pas sûr de représenter l'ensemble du champ des BDP en disant cela, mais je crois, moi, que la priorité est plus sur l'existence de bibliothèques elles-mêmes que sur leur modalité d'action qu'il faudrait définir et écrire dans le marbre. Je crois que les bibliothèques répondent plutôt bien quand même à l'évolution des missions, des besoins. Il y a très probablement des cas effectivement où les questions de pluralisme des collections se posent. Mais encore une fois, ce n'est pas celui que je connais le mieux, parce que ce n'est pas le plus gros problème qu'on rencontre dans les petites et moyennes bibliothèques. Est-ce que, et je me tourne vers Noé Wagner, du point de vue des collections, il y a aussi les collections patrimoniales. Et est-ce que la loi, de ce point de vue-là, n'a pas également ou n'aurait pas quelque chose à dire ? Oui, bien sûr. Mais si vous le permettez, je peux revenir une seconde sur le pluralisme ? Oui, parce que c'est quand même effectivement une question centrale. Alors, le pluralisme imposé aux bibliothécaires, le pluralisme protégeant le bibliothécaire, effectivement, c'est 2 modes d'approche du pluralisme qui sont complémentaires, mais qu'il faut quand même saisir, je pense, juridiquement de manière différente. Le pluralisme a imposé au bibliothécaire, c'est-à-dire protéger la bibliothèque contre le bibliothécaire d'une certaine façon pour que celui-ci fasse et maintienne une forme de pluralisme. Ça, c'est relativement simple, je crois, à faire, et typiquement la charte documentaire, l'outil charte documentaire, même si c'est pas pour ça qu'il a été pensé, l'outil charte documentaire, c'est une façon aussi de venir contraindre le bibliothécaire. C'est pas seulement une façon de protéger le bibliothécaire contre sa hiérarchie. La charte documentaire, si on analyse juridiquement, c'est pas un contrat, c'est pas toutes ces choses-là, c'est une circulaire, surtout si elle est effectivement
endossée, ça doit être le cas, elle est endossée par exemple le maire de la commune, et auquel cas, eh bien, le bibliothécaire y est soumis. Il est soumis lui-même au principe de pluralisme. Mais le problème est beaucoup plus compliqué lorsque l'atteinte au pluralisme ne vient pas du bibliothécaire, mais vient d'une instruction hiérarchique. Et là, effectivement, la solution, ça consisterait, en tout cas, c'est la solution qui a été systématiquement envisagée. Elle est bien, mais elle n'est pas suffisante. C'est ce qu'on essaye de faire valoir, nous, dans notre recherche. Cette solution systématiquement envisagée, c'est effectivement de consacrer un vrai principe de pluralisme en matière de bibliothèque. Alors, en réalité, ce principe, il existe d'ores et déjà. Simplement, il n'est pas spécifique aux bibliothèques, mais depuis les années 80, le Conseil constitutionnel a reconnu valeur constitutionnelle au principe de pluralisme. Il l'a appliqué en particulier en matière de communication audiovisuelle, et ça a été une étape extrêmement importante, ce principe de pluralisme. Et il y a tout lieu de croire qu'il s'applique également aux bibliothèques s'il venait y avoir un contentieux de ce type. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin que vous vous souvenez tous de l'affaire de Marignane de 97, enfin 96. En fait, elle a donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Marseille, et le commissaire du gouvernement, à l'époque, avait raisonné sur une atteinte au pluralisme, avait mobilisé finalement la ressource juridique du pluralisme pour mettre en échec l'instruction qui avait été donnée aux bibliothécaires. Mais finalement, le jugement du tribunal administratif avait raisonné sur un plan différent. Il y avait une illégalité qu'on appelle externe, il y avait un problème de compétence. C'est que là, c'était l'adjoint, il n'avait pas le droit de donner cet ordre-là sur la forme. Il n'était pas compétent pour donner cet ordre-là. Donc le tribunal avait raisonné sur cet angle-là. Mais vous voyez que si on en a besoin, on peut mobiliser cet argument du pluralisme. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est qu'en réalité, on ne sera pas sorti de l'auberge si on consacre simplement dans un texte à valeur législative, alors même que ça existe déjà à valeur constitutionnelle, le principe de pluralisme. Et ça, c'est l'hypothèse de travail sur laquelle on a davantage travaillé ensuite, parce que précisément l'énorme paradoxe de toutes les affaires dans lesquelles il y a des instructions hiérarchiques qui viennent s'imposer aux bibliothécaires, c'est que c'est souvent au nom du pluralisme. Au nom du pluralisme, c'est au nom du pluralisme, souvenez-vous, qu'en 1996, les municipalités Front National donnaient leurs instructions aux bibliothécaires en disant « il faut que vous mettiez également de la littérature d'extrême droite en avant, il faut, etc. etc. » Et précisément, c'est un argument qui est difficile ensuite à mettre en échec du point de vue juridique devant un juge, parce que ce n'est pas tout à fait faux que c'est effectivement au nom du pluralisme qu'il donnait son instruction hiérarchique, quand bien même c'est un pluralisme extrêmement particulier. Si bien que... c'est toujours compliqué de discuter de ce sujet-là, surtout dans un cadre comme celui-ci. Non, mais toujours est-il qu'en réalité, le vrai problème qu'il faut également saisir en droit des bibliothèques, c'est bien davantage le problème de l'instruction hiérarchique adressée sur un sujet qui est censé être un sujet professionnel. Par exemple, quelles sont les revues que l'on met en présentoir, que l'on met en avant. L'affaire de la Madeleine, toute récente, qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif de Douai en mars dernier, vous savez, sur ce livre traitant de l'homoparentalité. Eh bien, dans cette affaire-là, ce qui était en cause, c'était... Enfin, je reviendrai là-dessus, je rentrerai dans des développements un petit peu complexes s'agissant de cette affaire-là. Mais toujours est-il que le problème, en réalité, c'est l'instruction hiérarchique qui vient directement attraper, en réalité, un élément de la compétence directe du professionnel. Et donc, on pourrait beaucoup plus réfléchir aussi à une sorte de sphère relative d'autonomie du bibliothécaire par rapport à certaines questions traitant de la bibliothèque. Et c'est une voie qu'on a énormément travaillé dans d'autres domaines, en matière de médecine, en matière d'enseignement supérieur. Ce n'est pas une autonomie totale, mais c'est une forme d'autonomie qui n'a peut-être pas besoin d'aller jusqu'à l'autonomie qu'a l'enseignant-chercheur vis-à-vis des autorités dont il relève, mais néanmoins, on identifie un certain nombre de secteurs sur lesquels eh bien, le bibliothécaire se trouve placé dans une situation sur laquelle il ne peut pas recevoir spécifiquement d'instructions, ou il ne peut les recevoir qu'à certaines conditions. Et c'est là où ça devient encore plus intéressant. On peut réfléchir à des tas de choses de ce type, seulement à certaines conditions, c'est-à-dire qu'on veut aussi éviter que le bibliothécaire fasse n'importe quoi, mais que si instruction il y a sur un élément constitutif de la mission professionnelle du bibliothécaire, eh bien, il faut en passer par un organisme consultatif placé auprès d'un regroupement de bibliothèques. Enfin, vous voyez, on peut penser des tas de choses en termes d'ingénierie législative qui nous permettrait d'aller beaucoup plus loin que simplement affirmer le principe de pluralisme qui, ça on en est quand même très intimement persuadé, ne suffira pas à régler le problème des instructions hiérarchiques adressées aux bibliothécaires.
Très bien. Alors, vous aviez une autre question, mais je ne peux pas monopoliser la parole. Excusez-moi, c'était une question importante, mais il y avait effectivement une question autour de la domanialité. Oui, la domanialité, absolument. Tout à fait. Sur le statut des collections. Alors, très vite sur la domanialité, je ne vais pas décliner la question de manière précise, parce qu'on ne va pas rentrer dans une logique de consultation juridique, mais ce qui est important, ce qu'il importe vraiment de saisir, s'agissant du statut des collections, en tout cas ce qu'on sous-estime, il me semble, et j'y faisais référence de manière implicite tout à l'heure, ce qu'on sous-estime, c'est bien la dualité du statut des collections, domanialité privée, domanialité publique, des bibliothèques, et le fait que lorsqu'une collection est courante, lorsqu'on considère qu'elle ne relève pas de la domanialité publique, en réalité on n'en fait pas du tout ce qu'on veut, et qu'il y a une masse juridique de règles à respecter qui est également extrêmement importante. Alors certes, on peut les aliéner, ces collections-là, par exemple, à la différence des collections domaniales, mais on ne peut les aliéner qu'à certaines conditions précisément déterminées, à certaines personnes précisément déterminées. Bref, c'est beaucoup plus compliqué que les règles qui sont appliquées en pratique. Le raisonnement se fait trop vite de manière binaire. Lorsque c'est de la domanialité publique, collection de documents anciens, rares ou précieux, on ne peut rien y faire. Lorsque c'est des collections privées peu courantes, on peut faire ce que l'on veut. En réalité, ce qu'on essaie de mettre en avant, et ce qu'il faudrait sans doute adapter, parce que les règles de la domanialité privée appliquées aux collections courantes des bibliothèques ne sont pas du tout adaptées à la situation des collections des bibliothèques, eh bien, il faudrait raisonner également sur le statut des collections courantes des bibliothèques. Très bien. Au-delà des collections, la loi doit-elle définir les services et les missions des bibliothèques ? Notamment, les lois des pays scandinaves disent des choses en la matière. La loi finlandaise, par exemple, place la bibliothèque comme un outil de promotion de la démocratie à travers le dialogue social et culturel. La loi norvégienne déclare la bibliothèque comme un lieu de débat public indépendant. Une éventuelle loi française doit-elle dire cela ? Monsieur Couteau, peut-être ? Écoutez, moi, je ne connais pas particulièrement ce secteur, mais il me semble que les bibliothèques, déjà dans leur évolution telles qu'elles sont actuellement, elles ont déjà un petit peu pris cette évolution-là. Hein. C'est des bibliothèques maintenant qui sont plus seulement des lieux de lecture, qui sont vraiment des lieux de rencontre, des lieux de multigénérationnels, où les gens viennent pour travailler, où les gens empruntent beaucoup moins, les gens sont plus là pour participer à des animations, des ateliers. Donc déjà, si vous voulez, sans que la loi ait imposé ce genre de choses, il me semble que déjà les bibliothèques ont beaucoup évolué ces dernières années et sans que la loi existe, quoi. Voilà. C'est un petit peu mon point de vue et la façon, le constat que je peux faire dans ma ville et dans les villes que je connais et dans les villes, enfin, parmi les différents maires de la FNCC, on est tous amenés à faire ce point sur cette évolution-là. Je crois aussi que l'ABF a travaillé dernièrement sur une charte qui est importante, riche, dense, et qui doit suffire, enfin, qui peut suffire peut-être à définir les missions et rôles des bibliothèques. Encore une fois, là-dessus, il y a un prisme qui est propre au BDP. En bibliothèque départementale, ce qu'on observe, ce sont essentiellement des bibliothèques rurales qui, pour la plupart d'entre elles, ou en tout cas une grande part d'entre elles, restent limitées à du pré-retour. Donc le danger de missions dévoyées, de bibliothèques qui s'éloigneraient du cœur de métier et pas vraiment senti dans le domaine rural. Et je crois par ailleurs qu'il faut plutôt faire confiance aux professionnels pour imaginer des services qui soient en phase et aussi simplement être dans l'expérimentation et savoir arrêter ce qui ne fonctionne pas ou ce qui fonctionne plus ou moins bien. Et je ne suis pas sûr qu'il faille là non plus graver dans le marbre des missions qui seraient cardinales, tant qu'on s'accorde sur des principes importants, c'est-à-dire, disons, renforcer la mission éducative et culturelle, mais plus en parlant de principes que de modalités. L'idée d'une loi porte tout de même en fait l'idée d'une politique de la lecture à l'échelle nationale. Or, aujourd'hui, cette politique de lecture publique est largement portée par les collectivités locales à travers des modalités de subvention ou de contractualisation.
est-ce que la loi ne pourrait pas quand même affirmer davantage le rôle de l'État et dire des choses du point de vue du contrôle technique et scientifique de l'État, ou par exemple, ou de l'égalité des citoyens sur le territoire? Noé Wagner. Oui, bien sûr, la loi pourrait... Pardon, excusez-moi. Non, mais on va laisser parler les juridiques. Oui, mais justement, on essaie de sortir nous, de cette posture de il faut laisser parler les juristes. Je pense qu'il faut entremêler les discours. Mais effectivement, c'est certain que les modes d'intervention de l'État sur les bibliothèques, pour l'instant, sont très peu saisis en réalité par le droit. On est sur une logique qui est quand même extrêmement réduite pour penser juridiquement les modes d'action de l'État, d'où le fait d'ailleurs que l'État a développé autant de pratiques en plus des textes, parce que les textes légaux et réglementaires finalement ne disent pas grand-chose de ce point de vue-là. Donc faudrait-il par exemple conférer un vrai fondement au contrôle scientifique et technique? D'une certaine façon, celui-ci a toujours existé, le contrôle scientifique et technique. Dans la loi de 31, du 20 juillet 31, on le pose bien. L'ordonnance on pourra en reparler, l'ordonnance du 27 avril le réaffirme clairement. Mais en revanche, ce qu'on constate, c'est que, alors peut-être le décret d'application viendra le préciser, mais que les modalités exactes de conduite de ce contrôle scientifique et technique, à l'heure actuelle, peuvent être assez facilement mises en échec par une collectivité en particulier récalcitrante. Le contrôle scientifique et technique à l'heure actuelle, autrement dit, est quand même, sous certains aspects, quelque chose du roi qui est nu, qui s'impose parce qu'il est le roi, c'est-à-dire qu'on le respecte, mais néanmoins, en réalité, lorsqu'on gratte un peu, lorsque quelqu'un s'oppose à l'exercice du contrôle scientifique et technique, finalement, les prérogatives dont peuvent disposer en particulier les services centraux et l'inspection générale des bibliothèques en particulier, sont quand même relativement peu développées. Donc il y aurait toute une réflexion à faire. Alors je ne veux pas ouvrir trop de pistes possibles, et encore une fois, ça ne préjuge rien de leur opportunité politique sur le fond, mais on constate quand même que, par exemple, une inspection comme l'inspection générale des bibliothèques dispose de très peu de fondements juridiques à son action, comparativement à d'autres inspections. On pourrait tout à fait réfléchir à des modes d'action qui posent véritablement les pouvoirs d'une inspection de ce type, voire lui confèrent, à l'image d'autres inspections, des pouvoirs d'autosaisine, des pouvoirs de visite spécifiques qui n'existent pas du tout à l'heure actuelle. Donc, encore une fois, je ne veux pas dire c'est cela qu'il faut faire, ce n'est pas du tout mon optique. Ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, comme toujours dans ces types de domaines, on a un champ de possibilités qui est gigantesque, et on a trop tendance à raisonner par rapport aux hypothèses sur lesquelles on raisonnait jusqu'ici, et je pense qu'il faut aller piocher de tous les côtés, en réalité, de tous les autres secteurs de politique publique et de politique culturelle en particulier, et en fait on voit que on manque d'idées en réalité, mais des possibilités, il en existe énormément sur le plan juridique. Alors justement, pour rester sur le plan juridique, est-ce qu'un autre écueil de la loi, c'est pas aussi simplement le principe de libre administration des collectivités territoriales? Oui, alors ça c'est compliqué parce que je crois, enfin moi c'est quelque chose qui est ressorti clairement lorsque je travaillais aux Archives nationales sur la décentralisation des bibliothèques centrales de prêt dans les années 80, et donc lorsqu'on a préparé ce qui deviendra le décret de 88 sur le contrôle scientifique et technique. Et il y a eu un vrai traumatisme qui a été clairement ressenti, enfin qui ressort, je trouve, qui transpire même des archives, un vrai traumatisme de l'administration centrale des bibliothèques sur cette question, parce que le texte extrêmement développé qu'avait porté l'administration à l'époque sur le contrôle scientifique et technique, donc sur les prérogatives que l'État pouvait imposer, en particulier aux bibliothèques départementales de prêt et aux bibliothèques municipales, a été retoqué de manière assez violente par la Direction générale des collectivités locales. Ce qui est surprenant en revanche, c'est que ça a été interprété par l'administration des bibliothèques, et ça a marqué clairement l'imaginaire des bibliothécaires en général. Ça a été interprété comme on ne pouvait pas aller aussi loin que ce que l'on avait envisagé parce qu'il y a le principe de libre administration des collectivités territoriales. Or, ce n'est pas du tout, et ce n'est jamais ce qu'a dit la Direction générale des collectivités locales. Ce qu'elle disait, c'est attention, vous allez très loin, et vous allez très loin par la voie réglementaire. Or, la loi ne prévoit pas du tout cela. Si vous voulez aller aussi loin, il faut le prévoir dans la loi. C'est-à-dire une absence de fondement légal. Il vous faut un texte de valeur législative
pour venir aller aussi loin dans l'imposition. Parce que des obligations, en réalité, que l'État impose aux collectivités territoriales, alors certes, elles ne sont pas du tout illimitées, mais on a des kilomètres d'articles de doctrine juridique qui montrent que, en réalité, des censures de loi au nom du principe de libre administration des collectivités territoriales, il n'y en a pas tant que ça non plus, et que dès lors qu'il y a un intérêt général, finalement, on peut aller assez loin dans les contraintes que l'on fait peser. Donc c'est un choix louable, peut-être qu'on dise, et c'est le principe de libre administration des collectivités territoriales qui s'y oppose, mais il ne faut pas perdre de vue que c'est une certaine représentation, certes louable, mais une certaine représentation qui n'est pas si fondée que cela en droit, qui s'oppose à ce que l'État vienne multiplier les obligations. Encore une fois, je reviens là-dessus, c'est très intéressant et très louable cette façon d'horizontaliser l'action de l'État en matière de bibliothèque. Encore une fois, ce secteur qui est beaucoup plus régulé que réglementé, ce qu'on voit en matière de bibliothèque. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est à l'avant-garde d'une certaine façon des politiques culturelles, c'est très moderne cette façon de penser, à la manière dont le droit des bibliothèques est pensé historiquement, mais en revanche, il ne faut pas tirer de faux arguments juridiques, typiquement tirés du principe de libre administration des collectivités territoriales, pour venir croire qu'on ne peut pas venir imposer la moindre obligation de l'État aux collectivités territoriales. Très bien. Alors, tout ça est bien joli, mais on sait bien que l'argent est le nerf de la guerre. Je suis très désireux de répondre sur la question de l'État. À vous. Merci. Juste un mot sur l'État quand même, c'est vraiment le sujet central, je crois. Aujourd'hui, on le sait, chacun dans nos territoires, et ça a été beaucoup dit ce matin, et rappelé par Anne Verneuil, l'État intervient de façon incitative, avec les limites qu'on connaît, avec les contrats territoire lecture qui sont des outils à disposition des collectivités qui savent céder elles-mêmes, en quelque sorte, avec les enveloppes du CNL au bénéfice des publics éloignés, empêchés. J'y pense parce que je suis depuis peu membre de la commission et que je sais que le sujet commence à émerger au sein de cette commission. Mais on observe là que l'enveloppe n'est pas totalement consommée, ce qui veut dire qu'il y a quand même une méconnaissance des dispositifs qui doivent servir à l'égalité des chances. Donc uniquement des actions leviers et sur le contrôle. S'il fallait effectivement opérer un contrôle, il faudrait qu'il y ait des obligations. Et dans ce cas, que les obligations qui sont aujourd'hui des seuils d'éligibilité de la DRAC, par exemple, le fameux critère 007, qui pourrait être décliné en horaire d'ouverture par tranche d'habitants, en budget et autres, deviennent des obligations réglementaires et qu'on invente dans ce cas-là, puisqu'effectivement il faudrait que ce soit le cas, une forme de loi SRU pour les bibliothèques, puisqu'il y a bel et bien des cas où ça existe, où le principe de libre administration est discuté au nom d'un principe supérieur qui est adopté par le législateur, et là aussi au nom d'un principe d'égalité sur le territoire. Donc il y a quand même certains cas qui sont de force majeure, manifestement, où on sait imposer des éléments aux collectivités, mais avec une réserve peut-être, c'est celle de la volonté politique. Je trouve qu'une des conclusions quand même des échanges que personnellement j'ai suivis depuis hier, c'est que l'élément déterminant aujourd'hui dans la réussite des politiques culturelles locales, c'est la volonté politique. Là, je me tourne justement vers la FNCC, et ce qu'on observe, c'est que quand il n'y a pas d'élus, de présidents d'exécutifs locaux qui portent fermement les politiques, derrière, les choses sont beaucoup moins solides, et ça, c'est le revers de l'hypothèse réglementaire. Oui, effectivement, bon, ce problème d'égalité territoriale, il est important, mais c'est vrai qu'il faut faire quand même confiance aux politiques. Il ne faut pas non plus vouloir trop cadrer les choses. Je pense que vous parlez de loi SRU pour les bibliothèques. Ça me fait un peu bondir parce que chaque territoire a quand même sa propre spécificité, à son public. Il y a le problème des financements. Qui dit loi dit OK, mais les financements, où sont-ils après, derrière? Comment les budgets vont être sacralisés? Je pense que les collectivités territoriales, elles sont là, elles ont le mérite d'exister et d'être vraiment le cœur au cœur de la culture, et je pense qu'il faut leur laisser quand même un certain degré de liberté, parce que sinon on va étouffer les quelques velléités, et tout le dynamisme qu'il peut y avoir dans les villes
bon, je suis très réservée sur cette position. Du point de vue des financements, justement, est-ce que la loi ne pourrait pas consacrer justement certains moyens au risque, comme ça se voit par exemple en Wallonie, avec une loi en 2009 qui engageait en fait des moyens, et aujourd'hui la Wallonie n'est plus en mesure en fait d'abonder à la hauteur de ce qui était prévu dans la loi, alors que quand bien même elle n'a que 8 ans. Alors effectivement, le problème des financements est important parce que, bon, par exemple, ce qu'on a vécu avec les problèmes, l'extension des horaires d'ouverture des bibliothèques, effectivement, les communes ont bénéficié du concours particulier pour pouvoir financer tous les frais de fonctionnement liés à ces extensions d'horaires. Et la pérennisation de ces fonds et de ces budgets serait effectivement intéressant. Mais bon, faut-il une loi pour ça? Mais bon, c'est vrai que c'est un point important, c'est la pérennisation des fonds et le maintien des CTL, le maintien des budgets et du concours particulier. Abordons peut-être la question du personnel que l'on abordait tout à l'heure un peu. Est-ce que, là encore, est-ce que la loi peut encadrer certaines choses? Aujourd'hui, finalement, rien n'est écrit en la matière. C'est une vraie question que la professionnalisation des équipes. Est-ce que la loi peut conforter les professionnels dans leur métier? Voilà, c'est une question que je ne sais pas qui veut répondre. Sur ce point-là aussi, je pense vraiment qu'il faut pour le coup mener un échange avec l'interprofession, et je me garderai de défendre une position sur le métier, autant sur le territoire. Je pense pouvoir en parler depuis mon expérience et dire qu'on est très démunis, nous professionnels, quand on rencontre des élus qui n'ont manifestement pas envie de construire une bibliothèque sur le territoire avec des lacunes criantes. Sur le métier, j'ai une position beaucoup moins affirmée, et je serais au contraire très, très, très curieux d'entendre l'avis des professionnels dans la salle sur le sujet. Moi, je ne suis pas foncièrement militant ou convaincu du danger de la déprofessionnalisation. C'est un terme que j'entends beaucoup depuis hier. Et encore une fois, je suis un peu jugé parti, puisque comme vous l'avez compris, moi je suis de la filière administrative, ce qui ne m'a pas empêché d'avoir un parcours totalement culturel depuis 10 ou 15 ans. Donc voilà, pas de position forte de ma part sur ce sujet-là. Est-ce que la FNCC a une position en la matière? Nous, en tant que FNCC, on est tout à fait ouvert à la professionnalisation et de cette filière culturelle. Donc, je sais que des instances à l'AMF vont travailler sur ce dossier. Donc, voilà, je ne peux pas vous en dire plus de mots sur... Alors, les personnels... c'est au personnel surtout de... Les personnels, donc, c'est une chose. Et je me tourne vers Noé Wagner. Oui. Il y a tout l'aspect formation, effectivement. Oui, bien sûr, l'aspect formation. Oui. Qui est important. Les professionnels, donc, c'est en effet une chose d'un côté. Et du côté des usagers, je me tourne vers Noé Wagner, peut-être. Est-ce que la loi, du coup, ne pourrait pas aussi prévoir finalement un droit des usagers? Oui, tout à fait, pardon. Tout à fait, c'est un questionnement central. Un tout petit mot sur les professionnels quand même, parce que il y a énormément de choses à dire s'agissant des professionnels, mais c'est vrai que le droit de bibliothèque c'est énormément constitué comme un droit de la fonction publique bibliothécaire. La majorité des textes, en réalité, au cours du XXe siècle, étaient des textes qui concernaient l'encadrement de la profession. Donc c'était un choix très particulier de dire, finalement, on encadre les intervenants beaucoup plus qu'on encadre les principes qui gouvernent la mission bibliothécaire. Après, est-ce qu'on peut fixer des conditions? Oui, bien sûr, la loi sur les musées de France fixe bien des conditions pour, par exemple, la direction d'un musée de France, avec des conditions de qualification, donc c'est tout à fait possible. La question, et je la cite simplement parce qu'elle pourra ouvrir le débat, la question qu'il faudrait également saisir et qui n'est pas du tout saisie à l'heure actuelle, à la différence d'autres secteurs, c'est on ne peut pas seulement se poser la question des professionnels, il y a aussi la question de l'externalisation. C'est-à-dire qu'est-ce qui doit
ne peut pas, plus précisément, être externalisé, qu'est-ce qui doit être maintenu comme cœur juridiquement irréductible du métier du bibliothécaire ou du conservateur de bibliothèque. Alors, s'agissant des usagers, effectivement, j'ai pas bien entendu, mais j'ai cru que c'était la remarque qui avait été faite dans le public. Effectivement, c'est un vrai trou noir du droit des bibliothèques à l'heure actuelle. Ça, c'est tout à fait intéressant. C'est pour ça que tout à l'heure, lorsque j'essaie de retracer la stratigraphie des législations successives sur la bibliothèque, je vous disais, c'est un droit qui est très architectural, mais très architectural au sens où il organise des relations entre institutions, de l'État aux collectivités territoriales, de l'État aux conseils départementaux, etc., mais qui résonne très peu à l'intérieur même de la bibliothèque. D'où le fait que je vous disais, ça peut être intéressant de travailler sur des droits du bibliothécaire, ce qu'il peut opposer à sa hiérarchie, mais aussi des droits des usagers. C'est-à-dire qu'il faut vraiment affiner le regard. Et le parallèle, je reviens encore une fois là-dessus, mais le parallèle avec l'évolution du droit de l'éducation, de ce point de vue, est vraiment très éclairant. La reconnaissance de droits, et pourtant de droits les plus compliqués qu'ils soient, les droits des enfants, ça c'est typiquement une piste qui n'est pas du tout empruntée. Le droit des usagers, oui, effectivement, on pourrait partir dans tous les sens en droit des bibliothèques, ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle, mais autour... alors j'ai entendu à plusieurs reprises lors de discussions avec bibliothécaires que le concept, par exemple, de bibliothèque participative est à la mode. Tout ça, ça peut s'armer juridiquement avec des conseils, même très souples et très adaptables à chaque situation, mais des conseils d'usagers qui peuvent être mis en place. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que indépendamment des modes de participation, ou au moins d'information des usagers, pour revenir et pour faire le lien avec la question des principes, ce qui est sûr, c'est qu'il est dommage qu'on ait beaucoup réfléchi sur la question des grands principes. Le projet de loi jamais abouti de 98 raisonnait, je vous disais tout à l'heure, beaucoup sur les principes, mais qu'en réalité, on a très peu investi la question de l'armement juridique de ces principes. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils se traduisent concrètement en termes de droits opposables par des usagers à une administration, à une collectivité. Si bien que, eh bien, là, il y a quand même aussi peut-être d'une logique nouvelle qui, là, nous ferait complètement sortir du sentier habituel qu'ont emprunté jusqu'à présent toutes les tentatives de loi sur la bibliothèque, une logique d'actionnement des acteurs, je vous disais tout à l'heure, c'est ça, d'armement juridique de grands principes qui ne sont pas seulement abstraits. Très bien. Ce qui concerne les usagers également, c'est la question des horaires qu'évoquait tout à l'heure Nicolas Georges comme des entrées possibles de la loi, et aussi la question de la gratuité. Je ne sais pas qui peut-être voudrait se prononcer là-dessus. Monsieur Couteau, peut-être la gratuité ? Je suis en train de me faire des ennemis peut-être là aussi. Mais on a dit qu'on était dans les questions qui fâchent, donc il faut qu'on l'assume jusqu'au bout. Peut-être quitte à réglementer, peut-être qu'effectivement il faudrait inscrire le principe de gratuité dans la loi. Il y a des pays où ça existe. Oui, en Finlande donc. Il semble, alors je crois qu'il y a beaucoup d'études cumulatives sur ce qui permet justement de réduire les inégalités, donc de favoriser l'égalité des chances, puisqu'encore une fois c'est le sujet du Congrès et je tiens à rester sur cette problématique-là. Je pense que de ce point de vue-là, la gratuité est effectivement un élément central. Merci. Alors, peut-être l'heure avançant, nous allons passer aux questions dans la salle. Y en a-t-il? Deux collègues vont tourner avec les micros. Alors, qui commence? Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Bon. Gérard Briand, je suis retraité. Bon, évidemment, j'ai pas vécu la première période que vous avez décrite là, avant 1945, mais ça avait l'air bien quand même. Hein. Moi non plus. Après, un petit peu quand même. Cela dit, je ne vais pas jouer non plus les dinosaures là-dessus. En France, on n'a pas inventé les bibliothèques. Il y a des bibliothèques partout dans le monde qui marchent aussi bien, si ce n'est mieux que chez nous. Il y a des textes ailleurs. Certains sont très bien.
il y a un contexte international. L'UNESCO a un manifeste, l'IFLA, la Fédération internationale des bibliothèques, a un manifeste également sur finalement ce qui se résume à la notion et aux missions des bibliothèques, à la notion de service public un petit peu, ce que l'usager, c'est moi qui ai crié tout à l'heure l'usager, ce que l'usager est en droit d'attendre, soit qu'il l'exprime, soit que le politique ait déterminé une politique progressiste, parce que les bibliothèques s'inscrivent dans le cadre du développement de la société, un développement progressiste de la société, c'est-à-dire progressiste c'est le contraire de rétrograde, et donc ça signifie qu'on doit quelque chose dans un cadre à la fois éducatif, culturel. Alors je ne mets pas culturel en premier parce que pour moi, c'est mis un petit peu à toutes les sauces. Les bibliothèques ne se limitent pas au champ culturel, qui est très large. Hein. Ça ne veut pas dire que je néglige le champ culturel. Et celui de l'information du citoyen, etc. Et ça ne concerne pas que les bibliothèques de lecture publique, ça concerne l'ensemble des bibliothèques. C'est un principe général, bibliothéconomique, on peut l'appeler comme ça si on a envie, et qui font les fondements du métier de bibliothécaire. Et quand je dis métier de bibliothécaire, c'est le métier, ce n'est pas le statut. C'est pour rassurer M. Couteau, qui n'est pas bibliothécaire de métier, mais qui a le métier qu'il a acquis depuis. Et donc, je vous rassure, vous êtes le bienvenu maintenant. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça va beaucoup mieux. Ça va mieux. Donc, voilà, je pense que le premier truc d'une loi, parce qu'on a discuté des lois, hein, vous savez, il y a eu aussi des tentatives de sectorisation, maillage du territoire, avec un chef-lieu de bibliothèque, et puis tant de lecteurs, enfin non, tant de population, et donc tant de lecteurs obligatoires, etc. etc. On a fait des trucs formidables qui n'avaient qu'un but, c'était d'assurer précisément l'égalité des gens devant l'éducation, la culture, etc. etc. Le principe fondamental, c'est quand même ça, l'égalité de la population devant le service. Alors voilà, maintenant, donc, je pense que le premier point de la loi, s'il doit y en avoir une, c'est de s'intéresser à l'usager, à ses droits, à la qualité du service qu'il est en droit d'attendre, et tout le reste, ça vient derrière. La formation de bibliothécaire, la mise à jour quotidienne de ses connaissances, son sens de l'accueil vis-à-vis du public, la pluralité des collections, etc. Tout ça, ça découle d'un droit du citoyen ou d'un droit de l'étudiant, d'ailleurs, pour les bibliothèques universitaires. Voilà, donc finalement, ne nous enfermons pas dans un débat uniquement juridique, hein, excusez-moi, mais partons de là et travaillons dans cet esprit progressiste qui anime la plupart des bibliothécaires. Je n'ai pas dit tous. Oui, bonjour, Marianne Druard, directrice de la bibliothèque départementale de Loire-Atlantique. Je voulais intervenir parce que je trouve qu'on a un petit peu vite évacué la question de la pluralité. Et je ne pense pas qu'elle soit résolue complètement, la question de la pluralité, ni dans les débats, ni dans les collections des bibliothèques. C'est vrai qu'en BDP, on travaille beaucoup avec des petites et moyennes bibliothèques. Et sur des sujets sensibles, je pense notamment à l'homoparentalité, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'endroits où j'imagine très mal les bibliothèques déjà s'autoriser elles-mêmes à organiser un débat sur ces sujets-là, voire à faire de la promotion de collections. On a vu un exemple récent qui parle de ces sujets-là. Et je crois que ce n'est vraiment pas quelque chose qui est complètement écarté. Réglé en tout cas dans le métier, et qui a encore une attention à avoir sur cette question-là. Et sans doute une protection effectivement de la question de la pluralité et de la bibliothèque comme espace de débat public. Par ailleurs, je regrette aussi un petit peu que dans une réflexion sur la loi, il y a plein de sujets qui ont été évoqués ici, qui sont des sujets qui ne relèvent pas que des bibliothèques, mais de l'ensemble des politiques culturelles. La question de la pluralité, je trouverais quelque part un peu absurde qu'il y ait une loi qui protège la question de la pluralité dans les bibliothèques, alors que ça se pose pour le spectacle vivant, ça se pose pour les conservatoires. Pareil, il existe aujourd'hui une obligation réglementaire aux conservatoires classés, labellisés par l'État en tout cas, d'avoir un conseil d'usagers. Pourquoi il n'existe pas pour les bibliothèques ? Enfin, je pense qu'il y a la réflexion de la loi, elle doit être au-delà du simple métier bibliothèque,
mais ça c'est l'ancienne directrice de la culture qui parle, je pense. Elle devrait être pensée de façon un peu plus globale sur l'ensemble du champ des politiques culturelles. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de sujets concomitants. Une autre question? Oui, bonjour. Alors, je suis assez surpris que la FNCC soit contre une loi SRU pour les bibliothèques, sachant que les collectivités ne respectent pas la loi SRU et il leur arrive pas grand-chose. Donc, finalement, ça changerait rien. Ça, c'est juste pour la blague. Après, un des préambules, c'était de dire que finalement, les politiques s'intéressaient pas trop aux bibliothèques et c'est pour ça qu'on réclamait une loi sur les bibliothèques. C'est un petit peu vrai. Et finalement, si on raisonne en disant bon, bah alors, il ne faut pas donner de contraintes, mais l'État ne peut pas proposer de programme parce que ça serait trop contraignant aussi pour l'État, bon, très bien, mais peut-être qu'il reste une autre hypothèse, c'est quel est le rôle positif de l'État. Alors, on a vu qu'effectivement, l'incitation, ça ne marche pas et ça aide en fait les communes qui savent déjà céder parce que faire des demandes de subventions, c'est compliqué et c'est pas ça qui va résoudre de toute façon l'inégalité sur les territoires. Mais du coup, vous avez parlé de réseau. Je me demande pourquoi on n'a pas questionné aussi le rôle de l'État positivement par rapport notamment à la BNF et quel pourrait être son rôle de support pour les bibliothèques. Je pense notamment en termes informatiques, puisque le réseau, c'est souvent un réseau informatique. Il est quand même curieux qu'on n'ait jamais eu aucun plan national d'informatisation qui aurait pu être proposé, supposé, supporté par l'État. Voilà. Peut-être, oui, peut-être une réponse. Pour prendre dans l'ordre inversé, un plan national d'informatisation, je ne suis pas sûr que la relève de la compétence et du législateur. Et surtout, comment est-ce qu'on la traduirait dans un texte de valeur législative, si, à moins de débloquer des budgets, c'est-à-dire, c'est une question budgétaire finalement. C'est une question politique, oui, mais justement, toute la difficulté du sujet, ça consiste à ne pas croire que tout problème politique se résout par la loi. C'est-à-dire que le vecteur technique législatif, quand bien même c'est l'outil par excellence d'organisation de la vie de la cité, il ne faut pas penser que toute difficulté du secteur des bibliothèques pourra être résolue par la voie législative. Ça me paraît tout simplement une remarque de bon sens. Pour revenir sur votre intervention, monsieur, effectivement, il faut revenir aux grands principes, poser quelles sont ces missions de service public et puis les droits dont tirent les usagers. J'entends bien le discours de simplification, c'est-à-dire revenir aux fondamentaux, ce que vous avez semblé dire ou je vous interprète mal. Je ne veux pas non plus tordre votre pensée. Si on part du citoyen, de la population, c'est de là dont découle tout le reste. Donc ne pas partir du statut du bibliothécaire ou du statut des collections, mais définir cela à partir des besoins de l'usager. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ce n'était pas de la simplification. D'accord. Non, ce n'est pas de la simplification. Je disais revenir aux principes fondamentaux. Et donc le principe fondamental dont on va partir, c'est effectivement le destinataire de la mission. On les connaît et on n'est pas les seuls à les pratiquer. Bien sûr. Tous les grands pays modernes ont des bibliothèques modernes qui appliquent une politique dans ce sens-là et qui ont réussi à autonomiser, enfin se rendre plus ou moins indépendantes par rapport au pouvoir politique, non pas en tant qu'institution, mais en tant que fait éducatif, culturel. Peut-être encore une ou deux questions. Bonjour, Anne Baudot, responsable de la médiathèque de Crolles dans l'Isère. J'avoue avoir réagi avec une certaine surprise à ce que vous disiez, madame, concernant la censure. Puisqu'on a quand même eu des cas assez récents, notamment autour des questions de genre. Et du coup, je voulais demander à M. Wagner, puisqu'il nous en a mis l'eau à la bouche quelque part, de développer la question de ce qui s'est passé à la Madeleine et de ce qu'il avait à nous dire sur ce sujet.
L'affaire de la Madeleine, donc, qui a été jugée en mars dernier, 14 mars dernier, par le tribunal administratif de Douai, concernait donc une instruction hiérarchique donnée à l'ensemble de l'équipe bibliothécaire de la Madeleine. Alors, j'ai jamais vu le dossier, au sens où, en réalité, je pense que plusieurs dans la salle en savent beaucoup plus. Moi, j'ai le prisme déformant de la décision de justice, c'est-à-dire ce qu'en restitue la décision de justice de la réalité. Mais donc, qui consistait à demander à ce que ne soient pas mis en avant, comme c'était le cas, des ouvrages traitant d'homosexualité, et plus précisément d'homoparentalité, si je me souviens. Je ne sais plus quel ouvrage était en cause. Et finalement, dans cette affaire-là, évidemment, donc, ça pose un problème de pluralisme, peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il faille rattacher cela à la question du pluralisme. Ça pose là la question d'une instruction qui concerne directement le cœur de l'activité du bibliothécaire, c'est-à-dire choisir de mettre en avant ou non des ouvrages. Au bout du compte, c'est un problème qui s'est réglé du point de vue du droit de la fonction publique dans ce jugement-là, puisque une des bibliothécaires a été mise à pied à titre de sanction disciplinaire dans cette affaire, et se poser la question de savoir tout simplement si cette sanction disciplinaire était conforme au principe de légalité. Et en l'occurrence, et ça trace une voie qui n'est pas inintéressante, qui pourrait être peut-être plus publicisée, je pense, c'est-à-dire rendue plus publique auprès de la profession, c'est que, en l'occurrence, la sanction disciplinaire a été déclarée illégale parce que la bibliothécaire en question a fait certes part de son opposition, mais a fait part de son opposition dans le cadre d'une réunion interne à la bibliothèque. Ce qui permet donc de réfléchir à des cercles, à des lieux dans lesquels on peut, plus qu'ailleurs, faire part de son opposition. Et là, effectivement, il a été considéré qu'ici, dans ce cadre-là, et dès lors que c'était dans une certaine mesure, eh bien, il était tout à fait loisible à cette bibliothécaire de faire état de sa protestation quant à cette instruction hiérarchique qui lui a été donnée. Mais encore une fois, cette affaire-là, on ne peut guère en tirer qu'une réflexion en termes de sorte de bulle au sein de l'administration. On a le droit de dire plus de choses que lorsque on se positionne, par exemple, sur la place publique. Donc ça, c'est assez intéressant en termes de réflexion sur ce qu'on peut faire, ne peut pas faire. En revanche, ça ne règle pas du tout le problème plus fondamental que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire jusqu'où les instructions hiérarchiques, jusqu'où bâtir une forme de semi-autonomie du bibliothécaire par rapport à certaines instructions. Donc ça, c'est une information intéressante que cette affaire, mais ça ne résout pas du tout, en rien évidemment, et le juge ne le prétend pas du tout, le problème des rapports parfois complexes du politique aux professionnels. Alors, on va prendre une toute dernière question avant de passer à une petite touche d'humour avec nos amis de la Ligue majeure d'improvisation. Oui, bonjour, Dominique Larrey, j'ai quelques éléments à dire, mais peut-être puis-je partager mon temps de parole avec la sénatrice Sylvie Robert, puisqu'elle défend un point de vue sur cette question. Alors, très rapidement, le pluralisme. Avec Gérard, nous sommes au comité d'éthique de l'ABF. On en témoigne. Ce n'est pas réglé, cette question. On est dans l'inconfort total. Il n'y a pas de fondement juridique. Il y a à s'opposer à un ordre hiérarchique. Donc, c'est intéressant si cette question est travaillée. Elle mérite de l'être. Ne nous braquons pas sur le Front National des années 80, arbre qui cache la forêt. Ça se passe dans toutes sortes de collectivités par poussée. Ce n'est pas une vague. Il n'y a pas que des vagues. Mais c'est par-ci, par-là. C'est très inconfortable. Une partie seulement des collègues en parlent. On est toujours c'est très difficile. C'est une question à travailler. Alors, c'est vrai que souvent, je dis, il peut y avoir trois censeurs. Il peut y avoir l'élu ou le supérieur hiérarchique. Il peut y avoir le bibliothécaire aussi. Et il peut y avoir le public ou des gens qui, dans le public, etc. Ce sont les trois sources. Et donc, il y a une obligation globale au pluralisme qui échappe aussi à l'obligation de participation du public. On ne va pas faire ressembler les collections à chaque quartier. Il y a là une notion d'affichage républicain aussi. Ce sont des questions importantes, et donc dans un dosage. Donc c'est une question à travailler, mais Sylvie Robert développera aussi un angle d'attaque là-dessus. Voilà. Alors, il y a un décret sur le contrôle technique qui est actuel, qui parle de l'équilibre et du pluralisme. C'est déjà dans un texte, mais c'est seulement un décret qui fonde l'action de l'IGB.
Donc ça ne va pas loin parce que l'IGB n'est pas là partout, etc. Et dans son rapport de 96, Jean-Luc Gauthier-Jeantès pointe bien toutes les limites néanmoins de ce fondement-là. Voilà. Alors, donc maintenant, il y a une ordonnance qui va demander un nouveau décret. Est-ce que ça peut être réécrit, etc. Bon, pourquoi pas, mais ça reste assez faible. Ensuite, sur les questions, obligation d'avoir une bibliothèque partout, non, mais il y a les BDP. C'est intéressant de préciser dans le Code du patrimoine, au-delà du fait que c'est l'objet d'une décentralisation qui a eu lieu en 1986, peut-être quelque chose à faire. Et l'ABF a proposé dans sa pétition là, des schémas départementaux. Voilà quelque chose d'intéressant qui peut être défendu en même temps que des schémas intercommunaux. Définir les bibliothèques, c'est complètement casse-gueule. S'il faut y arriver, on y arrivera la mort dans l'âme. Parce que c'est vouloir figer le vivant, évidemment. Bon, alors, Nicolas Georges, ce matin, a fait une démonstration disant que si on légifère, il faut forcément définir ce pourquoi on légifère. Peut-être, mais faisons très attention, soyons très ouverts, parce qu'on est vraiment dans... voilà, les bibliothèques n'ont survécu que parce qu'elles se sont transformées, et non pas parce qu'elles sont restées figées dans une définition, celle de 98 de la loi Mornay. On n'en veut plus. Hein. Voilà. Et puis, il y a aussi... bon, non, j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire, et je vous passe la parole, Madame la sénatrice. Je n'avais pas trop l'intention de dire quoi que ce soit. Je suis surtout venue vous écouter, parce que c'est vrai que en tant que législateur, ça m'intéresse de sentir un peu si... besoin, nécessité ou pas d'une loi aujourd'hui. Je dis bien aujourd'hui, en 2017, sur la question des bibliothèques. En préambule, je voudrais vous dire qu'une loi, ça a une vertu forcément normative, donc juridique, mais ça a aussi une vertu déclarative, donc politique. Je voulais vous le dire parce qu'on a parlé beaucoup de droit, et je vous remercie beaucoup, monsieur, parce que c'est très important, parce que derrière, donner une base légale à un certain nombre de dispositions, c'est aussi protéger votre métier. Et c'est aussi protéger la dimension, forcément, du droit des bibliothèques, surtout aujourd'hui au niveau européen. Je rappelle quand même que, bien sûr, c'est une loi, ce sera une loi française, si loi il y a, je ne sais pas, mais aussi derrière, il y a droit d'auteur, directive européenne, enfin, il y a aussi des choses à défendre, de mon point de vue, en tout cas, en France, au niveau européen, pour que les bibliothèques puissent aussi, notamment sur cette question, être protégées. Je voulais vraiment simplement vous dire ça parce que j'ai entendu une dame très justement a dit qu'il ne faudrait pas spécifier simplement la question des bibliothèques. Bien sûr, je rappelle quand même que pendant un an, on a travaillé sur la loi liberté, architecture, création, enfin on a beaucoup parlé culture. Et d'ailleurs, je voudrais vous dire que l'article 1, c'était là, et je terminerai là-dessus, hein, je ne veux pas aller plus loin, mais c'était la création artistique et libre. Et l'article 2, donc il y avait un certain nombre de dispositions. Moi, j'ai mis une sanction pénale pour montrer qu'à un moment, si on dit la création artistique est libre, c'est-à-dire que, en fait, ça venait tout simplement du fait, souvenez-vous, que le spectacle vivant avait été attaqué dans un certain nombre de ses pièces et représentations, et qu'il y avait eu, autant vous avez dans la loi la liberté d'information, autant la liberté de création n'était pas inscrite dans la loi. Et là, s'il y a un spectacle qui un jour sur un plateau est perturbé et donc arrêté, le juge pourra en tout cas se fonder là-dessus. Je voudrais simplement vous dire que dans cette version que l'on pourrait dire déclarative, mais on a mis du normatif avec la sanction pénale, la question, et je terminerai là, du pluralisme n'est pas de mon point de vue réglée. Et qu'il faudrait, et je partage le sentiment de Dominique Lahari, travailler sur cette question, peut-être du côté de la liberté d'exercer son métier. Je pense que vous avez une liberté d'exercer votre métier de professionnel, encore que derrière ce métier de professionnel, vous avez aussi à respecter une forme de charte éthique de pluralisme. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'éléments comme ça peut-être à approfondir. Je ne sais pas si une loi, en tout cas, ça pourrait donner une base légale à cela. Et terminer sur la question des usagers, je pense qu'il y a aussi, dans le contexte de 2017, à peut-être travailler aussi la place et le rôle de l'usager dans vos bibliothèques, ce qui pourrait aussi permettre, non pas de façon descendante, mais d'une façon vraiment beaucoup plus ascendante, à valoriser aussi ce que vous faites. C'est aussi la vertu d'une loi. Je suis contre l'inflation législative, je peux vous dire, mais voilà, c'est pour ça que j'avais à cœur de vous entendre, pour savoir ce que vous en pensez aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est aussi pour moi des éléments très intéressants. Merci.
Merci. Merci Madame Robert. Et maintenant, place à la Ligue majeure d'improvisation pour une touche d'humour. Oui, on sait, mais on a un organe naturel. Vous ne nous entendez pas du tout? Ah bon? Bon. Ah, ça arrive, voilà. Bon, si nos... Voilà. Si quelqu'un monte sur scène pendant qu'on joue, il va en prison, hein, attention. Ah. Tous les prétextes sont bons. C'est parti. Bonjour. Je cherche le ou la directrice ou directeur de, enfin j'espère directeur de la bibliothèque. Non, là, c'est moi. Je suis simplement. Bon, je suis pas conservatrice. Je suis juste vraiment de base conseillère. Je suis pas. Non, parce qu'il y a un petit lapsus peut-être, mais je suis pas. C'est pas moi qui dirige. Rassurez-vous, ça se voit, ça se voit. Vous inquiétez pas. Conservateur. Je suis vraiment au bas de. Voilà, c'est. Bonjour, Monsieur Chartier. Je suis le nouvel adjoint à la culture de la ville. Ah. Voilà, oui. je viens voir la bibliothèque parce que c'est vrai que ça fait 17 ans que j'habite. Mais je n'étais jamais rentré. Ah. Ben voilà, regardez, c'est là. C'est bien, hein, Ah bah oui, enfin c'est... On m'avait dit, c'est bien, on m'avait dit, bon c'est... Voilà, ah, oui, c'est très intéressant. Oui, c'est des voilà. Alors bon, c'est des rayonnages bourgeois. On aurait bien aimé pouvoir en avoir d'autres, mais bon, on attend qu'il y ait une... Ils sont unifugés ou pas? Non, il y en a certains qui ont brûlé, mais bon, on se contente de ce qu'on a, hein, voilà. Bon, et alors, vous avez beaucoup de clients ou pas? De clients? Vous avez beaucoup de clients? D'usagers. De quoi? D'usagers. Ah oui, oh pardon. Parce qu'ici, on prête. Hein. Ah bon? Oui. On ne vend. Ah non, on vend pas, on prête. Ah, vous vendez, mais il n'y a pas une contrepartie? Non, c'est le principe de bibliothèque. C'est très dangereux, ça, la gratuité, très dangereux. Hein. Ben non, mais c'est faut se méfier parce qu'après, les gens pensent que c'est gratuit, que ça n'a aucune valeur. C'est comme, c'est comme la sécurité sociale, vous voyez. Ah ben non, c'est inscrit, ça doit être inscrit quelque part. Je pense, en tout cas, peut-être dans le livre 3 du Code du prêt, peut-être... je ne sais pas, numéro 2212, alinéa 4. Moi, j'ai des... Avec les allergies, il faudrait que je me mouche. Qu'est-ce que... Je peux prendre ça? Qu'est-ce que c'est? Loi SRU. Oh, bah, je vais me moucher dedans. Oui. Voilà, et hop. Bah, je vais la garder quand même, parce que je ne l'ai pas encore fini de la lire. Ah bon? Bah, elle est là. Mais elle est tellement compliquée. Je n'ai pas tout compris encore. Bien, donc tout est gratuit. Bon, bah, c'est... Oui, en fait, les gens viennent, ils ont une carte. Oui. Moi, je vous explique, vous n'avez pas l'air d'être trop au courant. Donc, ils ont une carte, et avec cette carte, ils peuvent visiter un peu tout ce qui est là. Hein, c'est tout à leur portée. Hein. Ils prennent ce qu'ils veulent, et puis après, ils passent ici, et moi, je note. Voilà. D'accord. Bon. Quand j'aurai les moyens, j'aurai peut-être un ordinateur. Hein, donc, sinon, bah, là, pour l'instant, on note encore. Hein, donc, qu'est-ce que vous avez comme livre? On met des tampons avec la date. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que c'est un livre pour enfants avec oui, des... c'est Tango de papa. D'accord. Tango de papa, voilà. Très bien, mais celui-là, je vais le retirer, celui-là, voilà. Hop. Ah non, alors ça, c'est quelque chose... Je le prends, je l'emprunte. Ah, vous l'empruntez? Je vous le ramènerai dans 3 ans. Oui, alors, non, mais, monsieur, non, parce que dans 3 ans, ça va... Faut que je calcule, parce que vous avez beaucoup de retard, 3 ans, ça va vous coûter très cher. Ah, alors vous voyez que tout n'est pas gratuit. Ah ben non, tout n'est pas gratuit. Ah, si vous ne les ramenez pas, vous payez. Ne vous inquiétez pas, je vous les change. J'avais en double chez moi un ouvrage de Monsieur Forisson. Ah! Alors, écoutez, comme ça me permet de vous montrer comment fonctionne une bibliothèque, hein, parce que j'ai un rayonnage absurde et conneries en tout genre. Alors, je vais le ranger là. Tant mieux, j'aime beaucoup le pluralisme. Voilà. Très important, alors, je suis très attaché au alors pluralisme. Ici, c'est vraiment le rayon de la pluralité. Je l'ai créé. Très bien. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est
conneries et absurdités en tout genre. Hein. Juste à côté, il y a théâtre de l'absurde, comme ça les gens ne sont pas perdus. Et alors vos usagers, là, ils sont organisés en... Il y a des conseils d'usagers, ils se voient. Non, parce que ma femme s'ennuie et elle aurait bien pris le conseil des usagers pour chapeauter un peu tout ça, vous voyez, hein? Alors, non, on est plutôt dans le participatif, hein, c'est-à-dire qu'on a des réunions et chacun décide de qu'est-ce qui pourrait être pris ou pas. Parce que, par exemple, bon, moi, par exemple, je n'aime pas du tout Marc Lévy, par exemple. Bon, je ne comprends même pas qu'on puisse le lire. Mais ma bon, femme adore. Alors, voilà. J'en ai commandé un Spire-Mort, il arrive. Il est égaré devant la porte. Non, mais monsieur, on en a quelques-uns. Ah, voilà. c'est bien. Mais on n'a pas tout Marc Lévy. Ah, oui. Mais on en a quelques-uns. D'accord. Faut être ouvert, quoi. Voilà. Moi, je préfère Rimbaud, mais voilà. Et vous avez des films aussi? Oui. Parce que moi, j'adore James Bond. Vous avez Critère 007 ou pas? Non. Ah, vous l'avez pas? Dommage. Non, il a été emprunté. Ah, il est emprunté? Oui, par le maire. Ah. Je le vois ce soir, je lui emprunterai. emprunterai. Il a pris Winnie l'ourson et ça. Je lui parlerai de vous. Bien. Il a une carte, hein, lui, il est venu la semaine dernière, il a une carte. Ah ben, je lui ai fait. Ah bah écoutez, moi la semaine dernière, il m'a dit d'aller au théâtre et lui il est allé à la bibliothèque. On teste. Vous testez la culture, c'est pas mal. On teste, il faudra choisir. Oh, j'ai vu d'ailleurs, il y a 2 bibliothèques dans la ville. Il y en a une dans les quartiers nord là. Et alors, j'ai vu qu'il y avait des budgets consacrés à l'alphabétisation. J'ai trouvé ça ridicule. Mais qui ne sait pas encore lire chez nous? Ah ben le quartier nord, justement. Nous, ici, on a très peu de subventions, mais à la fois, bon, ici, les gens ont les moyens de lire. Écoutez, mais dans les quartiers nord, c'est important. On a bien regardé les budgets. Oui. Honnêtement, ce budget, on va le prendre, on va le mettre pour vous. Non, ça va pas être possible, je crois. Mais si, non, ça va être possible. De toute façon, c'est pas une histoire de possibilité, c'est une histoire d'obligation. Non, je crois qu'il y a un contrôle scientifique et technique qui va être mis en place. Vous me plaisez beaucoup. Non, en fait... Si, vous me plaisez, vous me plaisez. Oui. Tenez, je vous fais un autre cadeau. J'ai l'anthologie de la poésie de Goebbels. Je vous l'offre. Non, je ne peux pas prendre de cadeau. Vous savez, quand même, il y a encore en France un petit code du travail qui existe. D'accord, mais je la mets dans les livres pour enfants, alors c'est de la poésie très accessible. Alors, je vais vous expliquer, on a un comité quand même qui choisit les livres. Je ne peux pas choisir seul, par exemple. On est un comité, on choisit. Mais ça intéresserait ma femme. Oui, mais qu'elle vienne. Mais elle va venir, elle est là. Oui, super. Frôle. Elle arrive, ma femme. Eh bien, merci beaucoup. Oui, mais écoutez, je vais discuter avec elle. Bien, je la fais rentrer. À bientôt. À très bientôt. Oui. Nous allons légiférer. Eh ben, au secours. Merci. Merci. Merci à tous et bonne suite. Enfin, c'est la fin du congrès. Je ne sais pas s'il y a encore quelques petites choses à voir. Et bon week-end à tous.